Cette fête de famille était censée être une réunion comme les autres, mais elle s'est avérée être quelque chose que je n'aurais jamais eu l'intention d'expliquer à qui que ce soit. Je m'appelle Taylor Bennett. J'avais 35 ans cette année-là, et je me trouvais à une garden party familiale où j'avais appris à me faire oublier. Je suis arrivée, j'ai fait exactement ce qu'on attendait de moi, puis je suis restée silencieuse tandis que la conversation tournait autour de réussites qui n'avaient jamais vraiment été les miennes. Lorsque la discussion a porté sur la réussite et l'immobilier, mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Ta sœur possède un Pantouz en ville, et tu le loues encore comme si tu n'avais rien accompli dans ta vie. » Quelques personnes ont ri, non pas gênées, mais naturellement, comme si cette comparaison leur paraissait tout à fait logique. Je ne l'ai pas interrompu. J'ai laissé le moment s'installer jusqu'à ce que les rires s'apaisent. Puis je me suis tournée vers ma sœur et j'ai dit « Tu me dois encore 2 mois de loyer pour ce Pantouz, n'est-ce pas ?» Un silence de mort s'est abattu sur le jardin. Mon père s'est figé, le visage crispé comme s'il n'avait pas encore assimilé ce qu'il venait d'entendre. Ma sœur a détourné le regard, puis l'a ramené vers moi, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. J'ai enchaîné calmement. « Alors, quand comptes-tu rembourser ta dette ?» Plus personne n'a ri. Quelques personnes se sont agitées sur leur siège. Quelqu'un s'est raclé la gorge sans rien dire. Mon père m'a fixé du regard, comme s'il attendait que je me rétracte, mais cela n'est jamais arrivé. Ma sœur est restée là, immobile, soudain bien plus petite que l'image que tous s'étaient forgée d'elle. Si les histoires de pression familiale, de persévérance silencieuse et de vérité qui éclatent au bon moment vous parlent, abonnez-vous et partagez vos réflexions, car ces conversations méritent d'être entendues. Grandir sans ma mère a transformé la notion d'autorité au sein de notre famille. Ma mère est décédée alors que j'étais encore assez jeune pour me souvenir de sa voix, mais pas assez âgée pour comprendre ce que sa disparition signifierait à long terme. Après cela, l'équilibre de notre foyer a changé, silencieusement et définitivement. Il n'y a eu aucune discussion à ce sujet, aucune période d'adaptation reconnue par quiconque. Une présence a disparu et une autre a pris place sans résistance. Papa est devenu la seule autorité, non seulement pour les décisions importantes, mais aussi pour la façon dont la valeur était mesurée au sein de la famille. Très tôt, l'approbation reposait sur l'apparence plutôt que sur la construction. Les réussites étaient valorisées lorsqu'elles pouvaient être facilement expliquées aux autres, en particulier aux proches et aux invités. Les efforts restés privés n'avaient pas la même importance. Papa avait pris l'habitude de juger les résultats selon leur visibilité, l'assurance et la présentation. Les résultats solides mais discrets étaient souvent négligés. Si tout ce qui paraissait impressionnant attirait l'attention, ma sœur Lorraine s'est naturellement intégrée à ce système. Elle savait parler d'elle-même avec élégance et conviction. Elle comprenait quel type de succès méritait des éloges et le répétait si souvent que cela est devenu une vérité admise. Elle incarnait la preuve, l'exemple à citer sans explication. Quand les proches posaient des questions, son nom était cité avant même le mien. Ce schéma était inné, appris par tous par l'exemple. Ma réaction, elle, était différente. J'ai très tôt compris que résister ne faisait qu'engendrer des tensions qui ne me profitaient jamais. Lorsque j'essayais d'expliquer mon point de vue, on le reformulait généralement sur la défensive. Lorsque j'exprimais un désaccord, c'était perçu comme une résistance inutile. Le silence est devenu plus facile que la correction. Avec le temps, il m'a semblé plus sûr de me taire que de risquer d'être à nouveau mal comprise. Au lieu d'être encouragé à m'exprimer, on me félicitait d'être responsable, ce qui signifiait souvent ne pas compliquer les choses. Les comparaisons n'ont pas surgi d'un coup. Elles semblaient s'insinuer lentement dans les conversations quotidiennes, répétées avec désinvolture jusqu'à devenir normales. On décrivait l'un comme ambitieux, l'autre comme stable. Un chemin était passionnant, l'autre pragmatique. La différence était si subtile qu'on pouvait toujours la nier si on la questionnait. Pourtant, le message restait le même, lequel avançait et lequel stagnait. Au fil des années, ces comparaisons ont façonné les attentes. On accordait plus facilement du temps, des encouragements et de la patience à l'un qu'à l'autre. Je me suis habitué à l'idée que je ne réclamais pas la même attention. Quand quelque chose tournait mal, on supposait que je m'en occuperais. Quand tout allait bien, c'était considéré comme normal, sans plus. Cette acceptation tacite m'a suivi jusqu'à l'âge adulte, avant même que je réalise à quel point elle était ancrée. Vivre dans ce contexte a influencé mon rapport à moi-même. J'évaluais mes progrès avec prudence, me demandant sans cesse s'il fallait les reconnaître ou les ignorer. J'ai appris à dissocier mes propres exigences de la validation extérieure, car attendre l'approbation n'avait jamais été efficace. La responsabilité est devenue un fardeau que je portais seul, et non une source de reconnaissance. Cette dynamique ne m'a pas d'abord rendue amère. Elle m'a rendue indépendante d'une manière qui n'était pas immédiatement évidente. En grandissant, l'ordre familial m'a paru immuable.
Mon père continuait de maîtriser le récit familial. Lorraine incarnait toujours la réussite, et j'occupais l'espace où les explications n'étaient pas nécessaires. Cet équilibre a façonné ma manière d'aborder les décisions, les relations et les risques. Je n'ai pas grandi en m'attendant à être célébré. J'ai appris à me débrouiller sans être vu. Quelques années après avoir quitté le domicile familial, ma vie a commencé à être très différente de ce que ma famille attendait. En partant, je ne recherchais ni succès rapide ni titre prestigieux. J'avais besoin de bases solides pour ne pas retomber dans mes travers. J'ai commencé à travailler dans les opérations commerciales d'une PME du secteur de la logistique, un poste où la rigueur et la précision primaient sur la présentation. Ce travail me permettait de payer mes factures, de couvrir mon assurance maladie et m'offrait une certaine stabilité. Mais surtout, il m'a appris comment les entreprises fonctionnaient réellement en coulisses, des contrats à la trésorerie. En passant par la façon dont de petites erreurs pouvaient rapidement engendrer des problèmes coûteux. Cette période fut loin d'être un long fleuve tranquille. L'entreprise était en pleine restructuration, les effectifs étaient réduits et j'ai assumé des responsabilités qui n'avaient jamais fait partie de mes fonctions initiales. À un moment donné, une décision mal coordonnée a retardé un projet et déclenché une série de réunions tendues avec la direction et les clients. Je n'ai pas été licencié, mais le message était clair. Aussi compétent que je sois en tant qu'employé, je restais vulnérable aux décisions qui échappaient à mon contrôle. Cette prise de conscience m'a forcé à accepter les limites du salariat. Mes revenus augmentaient régulièrement, mais il y avait un plafond que je ne pouvais pas franchir. Je vivais confortablement, mais une véritable autonomie financière restait hors de portée. Ce malaise n'était pas lié à un manque d'ambition. Il s'agissait de réaliser que mon avenir dépendait des priorités d'autrui. J'ai donc commencé à me préparer prudemment à travailler à mon compte. Au début, il s'agissait de petits projets de conseil opérationnel pour des entreprises locales, utilisant les compétences que j'avais acquises au fil des ans. Je travaillais le soir et le week-end, gérant seul les contrats, les impôts et les risques juridiques. Certains mois, j'étais à peine à l'équilibre. D'autres fois, je devais avancer les frais pour maintenir les projets en cours. Les clients qui recevaient des paiements en retard abandonnaient en cours de route, et il y a eu des moments où je me suis demandé si j'étais stratégique ou si je ne faisais que repousser l'échéance. Avec le temps, j'ai perfectionné le modèle. J'ai officiellement lancé ma propre entreprise, spécialisée dans l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts pour les PME. Au lieu de privilégier le volume, j'ai opté pour la qualité. J'ai signé des contrats à long terme et indexé ma rémunération sur des résultats mesurables. À mesure que mes clients réalisaient des économies ou amélioraient leur rentabilité, mon entreprise grandissait avec eux. Les revenus sont devenus prévisibles, diversifiés et non plus dépendants d'une seule source. Cette croissance s'est accompagnée de ses propres défis. J'ai connu une expansion trop rapide après mon embauche, lorsque les systèmes n'étaient pas prêts, et j'ai dû réduire la voilure pour éviter des dommages à long terme. J'ai appris que la gestion d'une équipe exigeait une discipline différente de celle de la gestion de processus. Ces ajustements ont été difficiles, mais ils ont permis à l'entreprise de rester stable. Les bénéfices ont progressé régulièrement et ma situation financière personnelle a connu une transformation radicale. Au début de la trentaine, je ne dépendais plus uniquement de mon salaire. Je disposais de revenus provenant de mon entreprise, d'investissements à long terme et d'un historique financier suffisamment solide pour prendre des décisions importantes en toute autonomie. Lorsque j'ai finalement pu acquérir des biens immobiliers de grande valeur, ce n'était ni un acte impulsif ni symbolique. C'était le fruit d'années passées à gérer les risques, à corriger les erreurs et à bâtir une entreprise capable de prospérer sans supervision constante. Ma famille n'a jamais vu cette partie du chemin. Elle n'a perçu que la surface, alors que je comprenais tous les ajustements nécessaires pour éviter la faillite. Mon succès n'est pas dû à la chance ni à un coup d'éclat isolé. Il est le fruit de ma capacité à savoir quand faire preuve de prudence, quand prendre des risques et à assumer pleinement mes responsabilités. Peu de temps après, j'ai pris une décision qui a discrètement modifié ma situation financière. À ce moment-là, mon entreprise avait atteint une stabilité telle qu'elle ne nécessitait plus une gestion de crise constante. Les flux de trésorerie étaient prévisibles. Des contrats à long terme étaient en place et mes finances personnelles étaient clairement séparées des opérations quotidiennes. Je ne recherchais pas une amélioration de mon train de vie ni un symbole ostentatoire de réussite. Ce que je voulais, c'était un actif s'inscrivant dans un plan plus vaste que j'élaborais depuis des années, un plan qui conciliait maîtrise des risques et valeur à long terme. L'opportunité s'est présentée grâce à mon réseau professionnel, et non par le biais d'une introduction en bourse que je poursuivais activement. Un appartement résidentiel exclusif s'est libéré à des conditions financièrement avantageuses, et non émotionnelles. Les chiffres primaient sur la vue ou l'adresse. J'ai évalué les revenus locatifs prévisionnels, les coûts d'entretien,
les implications fiscales et les risques de liquidité avec la même rigueur que celle que j'appliquais à mes décisions commerciales. Une fois tous les éléments clairement définis, cet achat s'est aligné sur mes objectifs à long terme au lieu de les compromettre. J'ai abordé la transaction méthodiquement. L'acquisition du Pentouse a été réalisée grâce à une structure juridique conçue pour dissocier la propriété de mon identité personnelle. Cette distance était délibérée. Je ne souhaitais pas que ma vie privée soit scrutée, ni qu'un seul bien immobilier détermine la perception que les autres avaient de ma situation financière. Cette structure offrait également une grande flexibilité en matière de fiscalité et de décisions futures, sans complications inutiles. L'acquisition du bien n'a donné lieu à aucune fête ni annonce. Je n'en ai rien dit à ma famille, non pas pour cacher quoi que ce soit, mais parce que je savais à quelle vitesse ce genre d'information pouvait devenir un critère de comparaison. Dans notre famille, les biens avaient toujours été un sujet de comparaison, souvent décontextualisé et sans effort. Je ne voulais plus jouer ce rôle ni justifier des choix qui ne nécessitaient aucune explication. Pour moi, exhiber le Pentouse n'était pas un exploit. C'était une décision réfléchie, inscrite dans une stratégie plus globale incluant des investissements diversifiés et des revenus d'exploitation. Je le considérais comme n'importe quel autre actif, utile uniquement s'il remplissait sa fonction de manière fiable. Un attachement émotionnel aurait obscurci cette vision. J'ai donc abordé la question avec un détachement professionnel dès le départ. Les préparatifs ne se sont pas arrêtés à l'achat. Avant même que l'appartement soit prêt à être habité, j'avais déjà fait appel à un gestionnaire immobilier professionnel. Des procédures de sélection, des calendriers de maintenance et des systèmes de reporting ont été mis en place pour garantir la cohérence sans nécessiter mon intervention directe. L'objectif était un flux de trésorerie stable, et non mon confort personnel ou un accès privilégié. Je souhaitais que le bien fonctionne de manière autonome, sans que cela m'oblige à le superviser au quotidien. Cette décision reflétait également un changement plus profond dans ma conception du contrôle. Je ne me fiais plus aux apparences ni à la validation extérieure pour définir le succès. Je privilégiais les systèmes qui fonctionnaient discrètement, sans intervention humaine, et qui continuaient à produire des résultats, quel que soit le point de vue. Cette attitude était à l'opposé de la conception du succès qui m'avait toujours été inculquée dans ma famille. Posséder ce Pentouse n'a rien changé à ma façon de vivre ni à mon image. Cela ne m'a procuré aucun sentiment de réussite ou d'accomplissement. Au contraire, cela a renforcé un principe que j'avais appris à mes dépens. La véritable sécurité découle de choix conscients, étayés par une préparation minutieuse et protégée de toute exposition inutile. Ce bien s'inscrivait pleinement dans cette philosophie. Ni plus, ni moins. Quelques mois plus tard, un imprévu est survenu dans le dossier de location. Entre-temps, le Pentouse avait été attribué par une société de gestion immobilière professionnelle, selon des critères précis et un processus de sélection conçu pour garantir l'absence de tout biais personnel. Je m'étais volontairement retiré du suivi quotidien, préférant examiner les synthèses finales plutôt que de participer à des entretiens individuels. Cette distance était importante à mes yeux, car je souhaitais que cette acquisition immobilière relève d'une décision commerciale et non d'un prolongement de l'histoire familiale ou d'obligations affectives. La demande a été déposée par les voies habituelles, avec vérification des revenus et des antécédents. Au premier abord, rien ne semblait anormal. La candidate recherchait un logement correspondant à une image soigneusement entretenue, suggérant une stabilité indépendante et une réussite visible. Ce n'est qu'après avoir examiné le dossier complet que j'ai reconnu le nom et compris la situation qui se déroulait sous mes yeux. Lorraine cherchait un logement qui puisse conforter l'image qu'elle projetait constamment aux autres. La société de gestion n'avait aucune raison de s'inquiéter de la demande, hormis quelques notes de routine, et nous n'avons eu aucun contact direct à aucun moment. Pour eux, elle n'était qu'une locataire potentielle qui semblait répondre à la plupart des critères superficiels. Pour moi, c'était le moment où des années de dynamique familiale se mêlaient discrètement à une décision que j'avais conçue comme purement financière. J'ai examiné les documents attentivement, non pas avec colère, mais avec lucidité. Les revenus déclarés étaient suffisants sur le papier, mais ils dépendaient largement d'aides extérieures plutôt que d'un revenu personnel stable. Les références mettaient davantage l'accent sur le train de vie et l'apparence que sur la fiabilité à long terme. Aucun détail pris isolément ne justifiait un refus, mais ensemble, ils révélaient un décalage flagrant entre l'image que Lorraine donnait de elle et sa situation financière réelle. À ce moment-là, j'ai compris que le Pentouse n'était pas seulement un logement pour elle, mais un outil pour entretenir une image qu'elle devait constamment consolider. J'ai choisi de ne pas intervenir et de garder l'anonymat. Le bail a été approuvé selon les mêmes critères que pour tous les autres locataires, conditions explicites, échéanciers de paiement et obligations clairement définis. Cette décision était délibérée. Une fois le contrat signé, la relation serait régie par la responsabilité légale plutôt que par les antécédents familiaux.
Mon silence n'était pas une façon d'esquiver les questions, mais une méthode structurée. Je voulais que le contrat parle de lui-même, sans avoir besoin de fournir d'explications. Dès lors, toutes les communications sont passées par la société de gestion. Les calendriers de location, les demandes d'entretien et les inspections régulières suivaient le système que j'avais mis en place bien avant la candidature de Lorraine. Je n'ai reçu aucune nouvelle émotionnelle ni aucun contexte familial, seulement des rapports relatifs à la conformité aux normes et à la gestion de l'immeuble. Cette séparation a renforcé une leçon apprise au fil du temps. Les limites ne sont respectées que lorsqu'elles sont inscrites dans les systèmes et non négociées par la conversation. Avec le temps, la distinction est devenue indéniable. Dans le Penthouse, Lorraine était une locataire, ni un symbole, ni un point de comparaison, ni une personne exemptée de responsabilité. À l'extérieur, elle restait un membre de ma famille, même si la distance entre nous continuait de croître, ce qui ne me surprenait plus. Le chevauchement entre ces rôles n'existait que dans mon esprit, et non dans le cadre du bail. C'est alors que la frontière entre famille et obligation légale a cessé d'être abstraite. Elle est devenue concrète, écrite et exécutoire. J'ai tracé cette ligne non par ressentiment, mais par nécessité. Pour la première fois, je n'ai plus réagi aux attentes ni aux récits qu'on m'imposait. J'ai laissé le contrat et ses termes déterminer l'issue, même si la personne de l'autre côté était Lorraine. Au cours des mois suivants, la situation a commencé à se fissurer. Les premiers signes sont apparus discrètement dans les rapports de gestion mensuels. Les loyers, autrefois payés à temps, ont commencé à être en retard, d'abord de quelques jours, puis de plus en plus, nécessitant des rappels officiels. Chaque retard était documenté par un horodatage, l'envoi d'avis et les suivis effectués par la société de gestion. En tant que propriétaire, j'ai examiné ces rapports, les lisant de la même manière que j'avais analysé les bilans et les comptes de résultats de mes autres investissements. Les chiffres étaient sans équivoque, révélant une incohérence croissante. Je n'ai pas cherché à intervenir ni à freiner le processus. Les pénalités de retard ont été appliquées conformément aux avis de loyer émis, et la communication est restée strictement professionnelle. Je n'ai jamais contacté Lorraine directement, ni demandé à la société de gestion de modifier son ton ou ses délais. Cette distance était volontaire. J'avais trop travaillé à dissocier ma vie personnelle de mes décisions financières, et c'est à ce moment précis que cette séparation a été mise à l'épreuve. Observer la situation évoluer sans réagir émotionnellement était difficile, mais nécessaire. Tandis que les rapports racontaient une histoire, les réunions de famille en racontaient une autre. Dans ces cercles, on parlait toujours de Lorraine comme si elle incarnait la stabilité et la réussite. Son adresse, son train de vie et son assurance apparente étaient présentés comme la preuve qu'elle avait une vie bien rangée. Personne ne s'interrogeait sur les efforts qu'elle déployait pour entretenir cette image, ni sur le prix qu'elle en payait en privé. Le contraste entre ce que je savais et ce qui était encensé s'accentuait de mois en mois. Mon père s'appuyait sans hésiter sur ce contraste. Devant la famille, il comparait mes choix aux siens, me demandant pourquoi je préférais un travail plus tranquille et une planification à long terme aux symboles ostentatoires de la réussite. Il interprétait mon indépendance comme de l'hésitation et mon intégrité comme un manque d'ambition. Chaque remarque était lancée avec désinvolture, comme un conseil plutôt qu'une critique. Pourtant, le message était toujours le même. Je menais mal ma vie parce que, de l'extérieur, cela ne paraissait pas assez impressionnant. J'écoutais sans répondre. Je ne le corrigeais pas et je ne me défendais pas. Expliquer la vérité aurait recentré l'attention sur Lorraine et transformé la situation en conflit familial plutôt qu'en simple réalité financière. Je n'étais pas prête à le faire, d'autant plus que le bail lui-même faisait déjà le travail. Le silence est devenu mon moyen de garder le contrôle, même si la pression pour parler s'intensifiait. Au fil des mois, la tension s'est accumulée. Les échéances non respectées dans le Penthouse se sont mêlées à des remarques acerbes lors des dîners de famille. Les messages professionnels côtoyaient des éloges occasionnels qui semblaient de plus en plus déconnectés de la réalité. Je portais en moi les deux facettes de Lorraine à la fois, la locataire qui peinait à suivre le rythme et l'image exemplaire. Maintenir cette contradiction exigeait de la retenue, de la patience et la volonté de laisser les choses suivre leur cours. À l'approche de la prochaine fête de famille, rien n'avait encore explosé, mais tout était prêt. Les difficultés financières étaient documentées. Les attentes étaient profondément ancrées et mon silence était devenu une présence à part entière. Je savais que ces deux mondes finiraient par se percuter, non pas parce que j'avais l'intention de révéler quoi que ce soit, mais parce que la presse est toujours à l'affût d'un scoop. Ce soir-là, lors de la garden party familiale, tout a finalement éclaté au grand jour. La réunion commença comme toujours, avec des voix familières qui se mêlaient et une atmosphère qui semblait apaisée par la répétition. Les conversations oscillaient entre les récits de voyages d'affaires et des projets suffisamment impressionnants pour être partagés autour de la table. Je restais présente,
sans intervenir, écoutant plus que parlant, consciente que ces moments étaient généralement régis par une hiérarchie tacite, immuable. On attendait de chacun certain rôle, certaines anecdotes et certaines réussites qu'on admire sans discussion. Au fil de la soirée, mon père prit la parole d'une manière qui paraissait intentionnelle plutôt qu'involontaire. Il parlait assez fort pour que tout le monde l'entende, orientant la conversation vers les accomplissements et les preuves tangibles d'une vie réussie. Puis il se tourna vers moi et dit « Ta sœur vit dans un pantouse en centre-ville, tandis que tu préfères une vie tranquille, peu exposée pour ton âge. » La remarque fut prononcée calmement, presque comme un conseil, mais la comparaison fit mouche car elle était faite pour être entendue. Un rire spontané s'ensuivit, se propageant dans le groupe comme si le jugement lui-même était un spectacle. Quelques personnes acquiescèrent, d'autres sourirent poliment, et personne ne remit en question cette image de réussite. Les rires ne semblaient pas cruels au premier abord, mais ils étaient lourds de sens car ils confirmaient que la hiérarchie établie par mon père était acceptée par tous. À cet instant, mon silence était attendu, peut-être même nécessaire pour préserver le confort du groupe. J'attendis que le brouhaha se calme suffisamment pour laisser place à la curiosité. Puis je me tournai vers Lorraine et parlai sans hausser la voix. « Tu me dois toujours 2 mois de loyer pour le Pantouse. » « Exact. » La phrase était directe et mesurée, sans aucune accusation qui aurait pu la rendre plus difficile à réfuter. Un silence suivit, qui parut plus long qu'il ne l'était sur la table, forçant l'attention là où elle n'avait pas été sollicitée auparavant. L'atmosphère changea instantanément. La conversation s'interrompit en plein milieu d'une phrase et plusieurs personnes se remuèrent sur leurs chaises, comme si elles ne savaient plus où donner de la tête. Mon père se figea, son expression se crispant tandis qu'il tentait de concilier ce qu'il venait d'entendre avec le récit qu'il avait fait. Lorraine détourna d'abord le regard, puis le reporta sur moi, cherchant visiblement une réponse qui ne vint pas. « Et pour suiviscament. Quand comptes-tu payer ?» Cette question a dissipé toute ambiguïté, présentant la situation comme une obligation réelle plutôt que comme un différend familial. Personne n'a ri cette fois. Le silence qui s'est installé était plus lourd, car il sous-entendait la compréhension plutôt que la confusion. Quelqu'un s'est raclé la gorge. Une autre personne a ajusté sa chaise, mais personne n'a rien dit. Papa me fixait, attendant que j'atténue la tension ou que je revienne sur mes propos. Mais je n'ai rien fait de tout cela. La posture de Lorraine a changé. L'assurance qu'elle affichait habituellement dans ces situations s'est dissipée, laissant place à une incertitude visible qui contredisait l'image que tous s'étaient faite. Je n'ai fourni aucune explication ni aucun détail supplémentaire. La vérité se suffisait à elle-même. L'existence du bail, les retards de paiement et la réalité contractuelle n'exigeaient aucune justification ni interprétation émotionnelle. En refusant de discuter ou de me défendre, j'ai laissé les faits guider la conversation. L'autorité n'a pas été remise en cause par le volume de ma voix ou la confrontation, mais par une clarté incontestable. Papa a tenté de reprendre la parole, ouvrant la bouche comme pour parler, puis se taisant devant l'absence de réaction immédiate. Le rôle qu'il occupait reposait sur la sécurité, et cette sécurité venait d'être compromise. Lorraine resta silencieuse, le regard fixé sur la table, n'étant plus le symbole incontestable de réussite qu'elle avait été quelques instants auparavant. Le déséquilibre qui avait défini notre dynamique familiale pendant des années était soudainement visible aux yeux de tous. Le reste de la soirée se déroula par bribes. Les conversations reprirent prudemment, évitant d'évoquer directement ce qui s'était passé, mais le changement était irréversible. Je restai jusqu'à ce que le moment me semble opportun pour partir, et pris congé poliment sans m'attarder. En m'éloignant, je réalisai que rien n'avait été résolu sur le plan émotionnel, mais qu'un changement fondamental s'était opéré dans la structure même de la situation. Le pouvoir de définir la réalité dans cette pièce n'appartenait plus uniquement à la voix la plus forte. Cette nuit ne s'acheva ni par une réconciliation ni par des excuses. Elle s'acheva par une prise de conscience, et c'est parfois l'issue la plus troublante. Dans les semaines qui suivirent, les conséquences devinrent inévitables. Le silence qui suivit ne dura pas longtemps, mais son ton changea. La situation de Lorraine se dégrada concrètement, d'une manière que ni les apparences ni la confiance en soi ne pouvaient plus masquer. Les retards de paiement ont entraîné des mises en demeure, et la réalité des contrats a remplacé les certitudes sur lesquelles elle s'était appuyée pendant des années. Le Pantouse, autrefois symbole d'une image soignée, est devenu une source de tension palpable. Ses amis, admiratifs de l'adresse, lui posaient des questions auxquelles elle ne pouvait répondre clairement, et le décalage entre les apparences et la réalité est devenu impossible à dissimuler. Ce qui a suivi n'a pas été un effondrement brutal, mais une lente révélation qui l'a forcé à revoir son mode de vie et ses attentes. Pour mon père, le changement a été plus discret, mais plus profond. Son autorité avait toujours reposé sur la comparaison et le jugement, et une fois ses outils défaillants,
Il a perdu toute influence. Les conversations qui autrefois apportaient de la certitude sont devenues hésitantes, puis rares. Ses conseils étaient donnés sans conviction et suscitaient de la frustration lorsqu'ils n'étaient pas bienvenus. Avec le temps, il a cessé de chercher à s'immiscer dans mes décisions, car il n'y avait plus de place pour lui. Le contrôle qu'il exerçait s'est évaporé définitivement lorsqu'il a cessé d'être reconnu. J'ai réagi en posant des limites claires et sans explication. Je n'ai ni argumenté, ni cherché à clarifier, ni tenté de corriger l'interprétation des événements par quiconque. Quand les questions fusaient, je ne répondais qu'à l'essentiel, et face à la pression, je me retirais. Ce n'était pas un acte de colère, mais une décision guidée par la cohérence. J'ai choisi de laisser les actes et la distance parler d'eux-mêmes. Les conversations familiales se sont restreintes puis estompées, jusqu'à ne plus impliquer d'attentes que je me sentais obligé de gérer. Aucune tentative de réconciliation n'a porté ses fruits. Personne n'a cherché à rétablir la confiance sans condition, et je n'ai pas proposé de retour à l'ancien système. Je n'avais aucune intention de renouer avec cet ordre familier où le silence était récompensé et la comparaison normalisée. L'absence d'excuses a facilité ma décision, car elle confirmait que rien n'avait vraiment changé de leur côté. À mesure que ces liens se distendaient, ma vie est devenue nettement plus paisible. L'absence d'évaluation constante a créé un espace que je n'avais jamais connu. Les décisions étaient prises sans crainte de critique, et le succès n'avait plus besoin d'être caché ni défendu. L'énergie autrefois consacrée à gérer les dynamiques familiales s'est orientée vers l'organisation du travail et le repos. La stabilité ne venait plus de l'approbation, mais de la prévisibilité et de la maîtrise de mon temps. Avec le recul, l'enjeu n'était ni de gagner ni de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de privilégier la clarté à la confusion et les limites aux obligations. Les conséquences ont affecté toutes les personnes impliquées, mais elles ont évolué en fonction de la réalité, et non de nos intentions. Le respect de ses limites personnelles est plus important que de faire plaisir aux autres à nos dépens. Le succès n'a pas besoin d'applaudissements pour être authentique, et il n'en perd rien lorsqu'il passe inaperçu. La vérité n'a de poids que si l'on est prêt à en accepter les conséquences, y compris la distance, l'inconfort et le changement. Choisir de se respecter n'est pas un acte de trahison lorsque cela rétablit l'équilibre et l'honnêteté dans sa vie. Merci d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout. Votre temps et votre attention sont précieux. Si certains aspects de cette expérience vous ont interpellé, ou si vous avez vécu des situations similaires concernant les attentes et les limites familiales, je vous encourage à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre point de vue pourrait aider d'autres personnes à se sentir moins seules.